pour avoir organisé ces doctoriales. C'est effectivement la 3e édition, c'est un événement important dans la vie de l'université. Ce qui est le propre d'une université, c'est de créer et transmettre du savoir, c'est-à-dire de construire l'enseignement sur la recherche en train de se faire. Et pour cela, bien sûr, nous avons besoin des forces pour la recherche. Et nous savons que la recherche est faite à l'université par des personnes expérimentées, mais aussi très largement par des jeunes chercheurs, en particulier par des doctorantes et des doctorants. Pour faire de la recherche, il faut être curieux. Être curieux, ça vous donne envie de savoir, ça vous donne envie de comprendre, et souvent ça génère la passion, qui elle-même est le moteur de toute activité scientifique. Malheureusement, la curiosité, la passion, l'intérêt, l'enthousiasme ne suffisent pas tout à fait. Il faut aussi apprendre un certain nombre de bases disciplinaires, mais surtout méthodologiques. Il faut beaucoup de ténacité, il faut être capable de crocher sur un problème, de vouloir aller au fond des choses. Mais il faut également 2 autres qualités essentielles à mes yeux. Il faut de la générosité, puisque la recherche se fait par réseau, se fait par discussion, par collaboration, par échange d'idées. Et pour cela, il ne faut pas seulement espérer recevoir des idées des autres, mais il faut aussi en donner. Donc il faut beaucoup de générosité et il faut une certaine dose de résistance à la frustration, parce que quand on fait de la recherche, tout ne va pas toujours comme on veut. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez ces 4 qualités. Vous avez appris les méthodes, vous avez de la ténacité, vous avez de la générosité et vous savez résister plus ou moins à la frustration. Aujourd'hui, c'est donc les doctoriales, c'est la fête des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses. Et je tiens à dire que pour l'université, cette fête est extrêmement importante et je souhaite que la fête soit belle. L'objectif de cette manifestation, c'est de mettre en valeur ce que les doctorantes et les doctorants de cette université font, ce qu'ils et elles ont fait et ce qu'ils et elles feront. C'est aussi pour manifester un sentiment d'appartenance à l'institution, le fait qu'il y ait des sujets provenant de toutes les facultés qui soient présentés cet après-midi montre que finalement les préoccupations de recherche, les méthodes de recherche sont les mêmes, même si elles s'appliquent à des objets différents, mais elles font la richesse de cette université et je tiens bien sûr à vous remercier pour cela. Bravo donc à toutes et tous pour ce que vous faites, bravo pour ce que vous avez appris à faire, bravo pour ce que vous avez apporté à l'université, à votre faculté, à votre institut, à vos collègues, et bravo pour toute la stimulation que vous avez apportée, puisque c'est en discutant avec vos collègues, avec vos professeurs, avec les étudiants, que vous avez aidé également les autres à progresser dans la voie parfois bien tortueuse, mais tellement stimulante et valorisante de la recherche. Pour conclure, j'aimerais dire que si aujourd'hui c'est la fête des doctorantes et des doctorants de l'Université de Lausanne, sachez que les jeunes chercheurs figurent en bonne place dans la stratégie de l'université. Dans le plan stratégique 2006-2012, qui arrive aujourd'hui à sa fin, les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs figuraient en très bonne place, et dans le plan stratégique 2012-2016, qui est actuellement en préparation ou en finalisation, également la place aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs est extrêmement importante. D'une part, la recherche est un axe, un des 4 axes de ce plan stratégique, et d'autre part, toute la question de la mise en valeur, du développement de la relève académique figure également en bonne place dans l'axe institutionnel de ce plan stratégique. L'Université de Lausanne a besoin de vous, mais la société dans son ensemble a besoin de vous. Ce que l'on oublie toujours, et ce que j'aime bien rappeler, en particulier lorsque je m'adresse à des auditoires politiques, c'est que lorsqu'on forme un jeune chercheuse ou une jeune chercheur, quand je dis on forme, lorsqu'il ou elle se forme, cette personne peut avoir en tête de faire éventuellement une carrière académique, mais aussi de faire d'autres carrières extrêmement importantes ailleurs qu'à l'université. Et dans ces carrières, ce que vous avez acquis en préparant votre thèse de doctorat est extrêmement utile. Donc c'est une formation qui est utile pour de multiples carrières et qui est utile à la société. Merci beaucoup, bonne fête de ces 3e doctoriales.
cette thématique Vivre ensemble, recherche et société. Les doctoriales sont organisées par un comité de délégués d'acidules, donc de l'organisation des assistants, des doctorants de l'université et des décanats qui choisissent les thèmes et qui choisissent parmi un certain nombre de thèses qui ont été passées, donc de jeunes docteurs et docteurs, si je le mets au féminin et au masculin, qui ont été sanctionnés d'un prix. C'est pour le choix. Donc, mise en commun de questions transverses, vivre ensemble, mise en question de questions communes et transverses par les sciences dites dures, je ne dirais pas les sciences exactes versus les sciences inexactes, je pense que ce n'est pas opportun, mais les sciences humaines. Et l'université est particulièrement bien placée pour ça, puisque nous avons des sciences dites dures avec la biologie, la médecine, les géosciences, et puis nous avons un axe très fort dans les sciences humaines. Les sciences dures, juste pour rappeler, s'intéressent à comment ça marche. Donc sans beaucoup d'état d'âme, l'important c'est de savoir comment ça marche. C'est souvent extrêmement réducteur, et les physiciens le savent mieux que les autres, parce qu'on simplifie les systèmes jusqu'à l'envie de façon à ne pas avoir de biais d'intervention de facteurs extérieurs. Les sciences humaines s'intéressent au pourquoi. Pourquoi est-ce que le monde est comme ça, ou la société vit comme ça? Elles s'intéressent à la cohérence. Elles s'intéressent à la cohérence qui peut venir de la somme, ou résulter de la somme de systèmes incohérents. Et c'est assez subtil, beaucoup plus subtil qu'on pense. Et je prends un exemple extrêmement réducteur dans mon domaine. Un virus ne peut pas se reproduire, donc un virus tout seul est une sorte, dans la vie, un système incohérent. Un microbe, une bactérie, si elle est dans un monde qui a des antibiotiques, en présence d'antibiotiques, ne peut pas survivre parce que l'antibiotique est toxique. Si le virus infecte la cellule ou rentre dans la cellule, il va pouvoir se reproduire. De temps à autre, il vit en bon ménage avec un certain nombre de ces microbes et assez fréquemment, il apporte, lui, un gène de résistance. Et le système complexe dual devient un système de deux systèmes incohérents, un système cohérent qui peut aller plus loin. Voilà, donc, vivre ensemble, la recherche et la société. Vous allez entendre les orateurs, donc les oratrices et orateurs cet après-midi, vous verrez que c'est juste assez extraordinaire. Deux mots que je rappelle juste dans les règles du jeu. Ces jeunes docteurs qui ont écrit parfois des thèses de 500 pages et plus ont 10 minutes, 10, des fois 11, pour vous convaincre que leur sujet est beaucoup plus intéressant que le sujet des autres. C'est ça le jeu, un petit côté chaud, mais vous verrez, c'est assez bien. Deux, trois autres points sur le plan de l'organisation. Il y a 2 sessions de présentation orale qui seront entrecoupées par une session de posters avec café. Mais allez voir les posters parce que les posters auront aussi un prix scientifique de la part d'un jury interne et un prix du public. Donc allez les voir et cochez ceux qui vous paraissent le mieux en termes à la fois de présentation du poster et de présentation de la personne qui présente. Voilà, j'arrive au bout avec le dernier point, qui est que ces séances seront modérées par des gens d'acidules, donc des doctorants. La première, Madame Géraldine Boucher, qui est doctorante en droit, et le second, Monsieur Adrien Vion, qui est également doctorant en droit. Les deux étant doctorants en droit, j'imagine que le timing sera bien respecté. Enfin, j'ai un double privilège d'introduire et de vous présenter le premier orateur. Il s'agit de Orette van Heerden, que vous voyez ici en haut à gauche. J'ai eu le privilège de rencontrer Orette lors de 2 meetings transversaux, justement interdisciplinaires, sur les chaînes de production globale et l'équité du travail. En 2 mots, Orette est né et a grandi en Afrique du Sud. Il a étudié la sociologie et la sociologie du travail à Johannesburg. Il a ensuite été banni pratiquement d'Afrique du Sud parce qu'il ne partageait pas tout à fait la vie et disons les démarches à l'époque du gouvernement en place. Il a continué sa carrière aux États-Unis où elle a été pratiquement appelée par l'administration Clinton
pour créer le FLA, le Fair Labor Association, qui est maintenant une organisation non gouvernementale, mais à l'origine, apparemment, elle était mandatée par l'administration Clinton, à l'époque où Nike, ou bien Nike en français, faisait travailler les enfants dans d'autres pays. Et on touche là le droit international des multinationales qui peuvent avoir une administration dans un pays et faire travailler des enfants dans d'autres pays où la législation n'est pas la même. Vous vous souvenez juste à cet égard que Nike a changé son comportement, pas tellement parce que les pays où les enfants travaillaient avaient une législation qui empêchait les enfants de travailler, puisqu'elle n'existait pas, mais par les consommateurs qui ont boycotté Nike. Et grâce au FLA et grâce aux consommateurs, Nike a changé. Ça me rappelle juste qu'aujourd'hui ou hier, sauf erreur, le nouvel iPhone 5 a été lancé. Les écrans de iPhone et des Mac que nous utilisons sont faits en grande partie par une maison qui s'appelle Foxconn, qui est une multinationale en Chine et en Corée, dont Aurette va vous parler, parce que les conditions de travail là-bas sont juste pas exemplaires. Elles seraient inacceptables chez nous, et pourtant, nous ne la boycottons pas. Aurette? Where is Aurette? Merci Philippe. Bonjour. Comme Philippe a évoqué dans l'introduction, il y a beaucoup de problèmes dans le monde, dans les chaînes d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, le supply chain, comme on dit en anglais, est effectivement une république indépendante. Ça traverse plusieurs jurisprudences, plusieurs nationalités, plusieurs pays. Et c'est sans règles. C'est lamentable, mais c'est la réalité. Donc, quand on achète le dernier iPhone, quand on achète les derniers baskets, quand on achète n'importe quel produit, effectivement, on est en fait en train de consommer un produit qui était fait hors des règles du travail, des règles des droits de l'homme, les règles de sécurité et santé ou de l'environnement. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le recteur a évoqué 4 qualités et vous êtes exemplaires dans ces domaines-là, mais j'aimerais ajouter une 5e, c'est de la responsabilité sociale. Donc, je veux juste évoquer quelques produits, quelques chaînes d'approvisionnement pour vous rappeler à quel point ces questions sont quotidiennes chez nous. Donc, les produits qu'on consomme ou qu'on achète tous les jours sans réfléchir, sans vraiment savoir d'où ils viennent et quelles sont les situations ou les conditions dans lesquelles ils étaient fabriqués. Donc, si vous prenez le Nutella, par exemple, il y a des cacao et des noisettes dedans. Et si vous vous rendez dans la Côte d'Ivoire ou en Turquie, vous trouverez presque certainement les enfants qui travaillent pour les produits. Ce n'est pas la faute de Nestlé, ce n'est pas la faute du gouvernement de la Côte d'Ivoire ou de la Turquie, c'est juste la réalité. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse organisée pour lutter contre le travail d'enfants dans ces pays-là. Je peux continuer, on va évoquer les produits électroniques, les gadgets électroniques. Le dernier iPhone, comme Philippe a dit, fabriqué en Chine, mais les matières premières, les minéraux qui sont essentiels pour la fabrication de ces gadgets sont originaires du Congo ou du Zimbabwe, où les mines sont les mines artisanaux, avec souvent les esclaves mineurs qui travaillent dans ces mines-là. On connaît l'histoire, il y a des documentaires, il y a beaucoup de reportages sur ces situations-là, mais pour l'instant, les gouvernements ou les autres instances, même l'ONU, n'arrivent pas d'empêcher ces genres de pratiques. On prend le coton aussi.
L'Ouzbékistan, c'est le deuxième exportateur de coton du monde. Et chaque année, au moment de la récolte, ils ferment les écoles, ils mettent les enfants dans les bus et ils les amènent pour faire la récolte. C'est un travail forcé et il s'agit des enfants. Pour l'instant, on n'arrive pas à boycotter ou changer la pratique du gouvernement de l'Ouzbékistan. Donc, ces produits-là, ce n'est pas seulement au niveau de production qu'on a un manque de réglementation, c'est au niveau de recyclage aussi, parce qu'à la fin de leur vie utile, ils se trouvent dans ces espèces de déchets. Ça, c'est aux Philippines ou pour les produits électroniques, ça peut être le Ghana ou le Nigeria, où il y a les enfants qui brûlent les ordinateurs et les téléphones pour essayer de récupérer les minéraux et qui ne savent pas qu'ils sont en train de volatiliser tous ces minéraux lourds qui accumulent dans leur cerveau. Donc, j'évoque tout ça pas pour vous déprimer, pas pour que vous vous sentez désespéré, parce que certainement, la plupart de ces produits, ces articles sont essentiels. On ne peut même pas faire notre travail sans acheter ou utiliser ces gadgets. Donc, comment faire? En 1996, le président Clinton a convoqué une réunion à la Maison-Blanche et il a convoqué l'industrie, les grandes marques, le département du travail, le département de l'État, les syndicats et les ONG. Et il les a posé la question, comment ça se fait qu'en 1996, ces genres de problèmes existent encore? Il les a demandé de trouver un moyen, une solution pour éviter ces genres de scandales, ces genres d'abus, les droits de l'homme les plus basiques. Donc, ils ont créé un groupe de travail et puis, après quelques années, ils ont élaboré une stratégie. Et c'est très, très simple. Les marques comme Nike ou Adidas ou H&M ou Apple signent un code de conduite basé sur les normes du BIT, les normes internationaux. Et ils acceptent d'ajouter ces normes à tous les contrats qu'ils donnent, toutes les commandes qu'ils passent. Donc, quand Apple passe la commande pour le prochain iPhone à Foxconn en Chine, il ajoute à le contrat ces normes, qui est bien. Et là, on a trouvé, en fait, presque par accident, on a élaboré une stratégie pour régler les chaînes de production, les chaînes d'alimentation internationales. Parce que le contrat entre Apple et Foxconn est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus contraignant que les normes ou les lois du travail en Chine. Imaginez-vous, si vous étiez une jeune femme au Bangladesh, 15 ans, 16 ans, vous quittez votre village pour aller travailler à Dhaka. Probablement, le seul travail que vous allez trouver, c'est dans le secteur textile et habillement. Quelles sont vos chances de profiter des droits au travail? Vous serez payé $26 par mois, $26 par mois, pour les journées de 12, 14, 16 heures par jour. Vous n'avez ni syndicat, ni inspecteur du travail qui peut veiller sur les conditions du travail. C'est lamentable, mais en fait, votre seule chance de bénéficier du droit de la moindre protection, c'est si les acheteurs, H&M par exemple, ou Nike, ont signé une charte, signé un code de conduite et qu'ils ont ajouté ça à le contrat. Parce que le contrat de Nike est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux, plus efficace que les lois du travail. Les inspecteurs,
s'ils se rendent, les inspecteurs du travail, s'ils se rendent dans ces usines, les pénalties qu'ils pourraient imposer sont dérisoires. Une entreprise peut payer les amendes sans aucun problème, sans changer de pratique. Et franchement, s'il veut, il peut juste donner quelque chose à l'inspecteur pour qu'il s'en va. Ces inspecteurs, ils gagnent 30, 40, 50 $. Donc, c'est inévitable qu'en Cambodge, les inspecteurs gagnent 18 $ par mois. Ils n'ont aucun transport, ils ne peuvent même pas se rendre dans les usines. Ils n'ont pas les moyens de transport. Donc, on se trouve avec une trentaine, quarantaine, cinquantaine de pays où effectivement les lois du travail ou les normes environnementaux ne sont pas appliquées. Mais ces pays ils font partie de les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, la stratégie que le président Clinton ou ses groupes de travail de la Maison-Blanche a élaborée est en fait un des seuls moyens d'appliquer les normes en utilisant le pouvoir du contrat pour imposer les normes que les lois n'arrivent pas à imposer. Donc c'est une histoire de private actors et public goods. Ce sont les acteurs privés qui acceptent de livrer ou d'assurer les normes et les biens publics. Ce n'est pas idéal. Quand on a commencé, on a pensé que c'est une stratégie provisoire, temporaire, que en fait les gouvernements doivent renforcer leurs moyens d'application, les inspectorats, les tribunaux, toutes ces instances sur lesquelles on se base normalement, qu'il faut l'aide de la BIT, de l'ONU, des autres organisations internationales. Mais après 12 ans, 15 ans maintenant, on se rend compte que ça c'est beaucoup trop optimiste. La plupart des pays dans lesquels nous on mène les inspections, la situation officielle est pire qu'avant. En fait, il y a un seul pays où j'ai vu des dernières décennies les moyens d'application et d'inspection augmenter. C'est la Chine. C'est le seul pays où le gouvernement donne vraiment des moyens pour améliorer les conditions. Les autres, les coupures budgétaires, les problèmes de corruption, les autres histoires politiques font en sorte que leur capacité d'appliquer les normes basiques se dégrade année après année. Donc, c'est lamentable, mais pour l'instant, on dépend sur les marques, les grandes marques, d'assurer les droits des jeunes Pakistanais, des jeunes Bangladeshis, des jeunes Chinois, dans la plupart des pays en voie de développement. Donc, est-ce qu'on parle d'un nouvel système de gouvernance? Est-ce qu'on est en train de tirer la conclusion que les gouvernements n'arrivent plus à gérer le marché du travail? Est-ce qu'on est en train de dire qu'à partir de maintenant, dans notre économie mondialisée, avec les marchés libres, que ça sera une question de responsabilité sociale de l'entreprise? Les normes, l'environnement, est-ce que le gouvernement de Bangladesh ou de l'Indonésie ou même de la Chine peut empêcher les entreprises de polluer, de détruire l'environnement? Pour l'instant, non. Est-ce qu'ils auraient ces moyens dans 5 ans, 10 ans? Franchement, non. Qui va le faire? Effectivement, là, à nouveau, on dépend sur les ONG et les marques
qui pourrait faire les coalitions, les alliances, les partenariats, pour, comme acteur privé qui décide il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Donc, vous êtes impliqués. C'est nous, effectivement. Chaque fois qu'on achète quelque chose, il faut qu'on pose ces questions. Qu'on pose la question à Apple, qu'on pose la question à Foxconn. Qu'est-ce que vous avez fait? Ou est-ce que je suis obligé d'acheter un produit qui n'a aucune éthique derrière, qui repose sur l'esclavage? Vous savez que l'esclavage, le nombre d'esclaves, c'est un all-time high. On a plus d'esclaves maintenant qu'à l'époque. 200 ans après qu'on a interdit l'esclavage, le marché est florissant. Et comme c'est une question d'offre et demande, l'offre est tellement importante que le prix est à son plus bas niveau de l'histoire. Un esclave coûte à peu près 80 ou 90 dollars actuellement. C'est jamais vu. Et pour l'instant, les gouvernements et les organisations internationales se trouvent impuissants face à cette marché florissant. Donc c'est à nous. C'est à nous de s'exprimer, c'est à nous de décider comment on va utiliser nos dollars, nos francs. Est-ce qu'on peut, avec notre pouvoir de consommation et avec les contrats, est-ce qu'on peut mobiliser, est-ce qu'on peut installer ces droits dans les chaînes d'approvisionnement? Est-ce qu'on peut obliger les entreprises, nos marques favoris, de quand même respecter ces droits et de s'associer, mais plus d'associer, de l'appliquer dans les lieux où ils font nos produits? C'est ça le défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurette. Pars pas. Aurette, just come back. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions de la part de l'audience. Reviens. Question de la salle. Alors moi, j'ai un certain nombre de questions quand même. Cette notion de responsabilité, il y en a une, je pense, qui vient chaque fois dans ce genre de discussion, dans ce genre de présentation, c'est la bonne conscience des pays occidentaux, on va parler des pays occidentaux, qui disent oui, mais si j'achète pas à Foxconn, les pauvres Chinois, puisqu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront plus de travail. C'est vrai, on n'aimerait pas priver ces gens de l'occasion de travailler. Et en fait, travailler dans les bonnes conditions, ça serait je dis presque un privilège qui pourrait déclencher un processus de développement social. Si elle est bien payée, si ses droits sont respectés, peut-être ses enfants seraient nourris, peut aller à l'école, etc. Donc c'est très très important, ces postes, l'emploi est très très important. Mais ça doit être un travail décent. Et c'est ça qu'il faut que, quand on achète quelque chose fait au Bangladesh ou en Chine, qu'on pose les questions, qu'on exige que les conditions soient bonnes. Comme ça, c'est la meilleure situation. L'emploi avec les droits assurés par les consommateurs occidentaux. Merci. Oui. J'aurais une question concernant l'inspection après la signature du contrat. Comment ça se passe? Voilà. Donc, nous, on exige que les entreprises
tels que Nike ou Apple, etc., mènent les inspections internes et qu'il accepte que nous, on mène les inspections externes, qui sont non annoncées et qui sont très, très exigeantes. Donc, nous, on vérifie, en fait, qu'ils ont bien précisé les conditions, que s'ils sont dans le contrat, que Apple a fait les inspections internes et qu'ils ont réparé, si vous voulez, qu'ils ont corrigé toutes les fautes qu'ils ont trouvées. Donc, quand on était chez Foxconn en mois de mars, on a sorti avec à peu près 295-300 points à corriger. Et on s'est rendu 3 mois plus tard, fin juin, on s'est rendu à nouveau chez Foxconn pour voir quel était le progrès et vérifier que toutes ces améliorations étaient apportées. Oui. On n'entend pas très bien. Justement, si vous détectez ces problèmes, est-ce qu'il y a une sanction financière qui force Foxconn à Voilà. améliorer? Donc, le risque pour Foxconn, c'est qu'ils perdent le contrat Apple. Et donc, il y a une discussion entre Apple et Foxconn pour qu'il apporte toutes ces corrections, ces améliorations. Bien entendu, la dernière sanction, c'est que Apple casse le contrat. Mais on n'aime pas tellement ça. On veut, parce que c'est ça notre levier. Donc, on veut absolument garder ces relations. Mais juste pour continuer, Apple, est-ce qu'il peut rompre le contrat? Très bonne question. Dans le cas de Foxconn, probablement pas, parce que Foxconn est vraiment too big to fail maintenant. Mais la plupart du temps, oui, il y a des alternatives. Et surtout dans le secteur textile et habillement, il y a beaucoup d'alternatives. Mais quelle est la punition pour Apple ou H&M s'ils rompent pas le contrat? Voilà, donc c'est à nous, effectivement. Et je peux vous dire que quand les marques reçoivent les questions, même dans les magasins, ça apporte énormément, c'est très très important parce que les personnels dans les magasins font rapport au siège que les consommateurs posent ces questions. D'où vient l'iPhone? Est-ce qu'il y a des minéraux de Congo dedans, etc. Et Apple prend ça très, très, très sérieusement, au sérieux. Donc, c'est très important que soit dans les magasins, soit par Internet, soit à travers les ONG ou les médias, que vous exprimez vos exigences et vos questions, parce que ça fait vraiment réfléchir. Et les marques sont obligées d'agir. Pour une marque, c'est très, très. Leur réputation, c'est l'atout le plus important qu'ils ont. Ouais. Moi, j'aurais une question, parce que vous dites d'un côté, le BIT ne peut rien faire, enfin, est impuissant pour le moment, et puis de l'autre côté, il y a, sous l'égide de la globalisation, des entreprises ont délocalisé leurs emplois, leurs entreprises, justement, parce que d'une part, il y a des coûts de production moins chers, mais aussi parce qu'ils échappent à un certain nombre de lois qui, en Europe, aux États-Unis, etc., sont devenues plus sévères en matière d'environnement, de travail des enfants, etc. On ne peut pas imaginer que des lois concernant ces domaines-là soient universelles, et puis que ce soit le BIT, justement, qui puisse régir, les appliquer, etc. Oui, le BIT a un défaut, et je dis ça comme ancien fonctionnaire du BIT. L'ONU, effectivement, a un problème, c'est que les États membres ne sont pas prêts d'avouer à quel point ils sont plus puissants, ils sont plus capables d'appliquer leurs propres lois. Donc, quand il y a une réunion au BIT, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne va jamais accepter qu'il y a le travail d'enfants en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas dire, écoute, on n'a pas d'inspecteurs, écoute, on est pauvres, il faut comprendre que les enfants doivent travailler. Ils ne peuvent pas le dire. Donc,
il fait l'opposite. Quand la discussion contre le travail d'enfant est sur l'ordre du jour, le gouvernement de Côte d'Ivoire dit « mais non, pas chez nous, ça n'existe pas ». Ou il met la pression pour que le point ne sera même pas sur l'ordre du jour. Donc c'est très très difficile avec l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan est État membre du BIT. Donc elle a empêché que le BIT discute le problème de travail d'enfants en Ouzbékistan. Malgré qu'il y avait plusieurs reportages de BBC et d'autres médias qui ont démontré clairement que c'est organisé par l'État. L'État a juste empêché le BIT d'agir comme le BIT peut agir seulement à la demande de ses États membres. Donc nous, on n'a pas ces contraintes. C'est ça, nous, comme consommateurs, on peut obliger les marques d'agir. On a encore 2 minutes pour une ou deux questions. Moi, j'en ai une. Si on essaye d'imaginer l'avenir, dans 20 ans ou 30 ans, ce qu'on fait maintenant, et ce que tu nous expliques, c'est que à travers les ONG, le BIT, etc., les consommateurs qui sont nous, enfin les pays occidentaux, riches, développés, entre guillemets, c'est nous qui achetons aux pays pauvres parce qu'ils n'ont pas de règlements sociaux, il n'y a pas pour le travailleur des assurances sociales, des assurances maladie, une retraite, donc ils coûtent moins cher, on a ce déséquilibre et on est en fait responsable de ce qui se passe là-bas en achetant. Et ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais les marchés sont immenses, donc mettons que dans 20 ans ou avant, le marché principal de Apple ou des autres, ce soit plus nous, mais ce soit la Chine ou l'Inde ou les pays d'Afrique qui vont sûrement se développer, qui n'ont pas les règles, parce qu'ils n'ont pas eu la Révolution française et d'autres évolutions, je mettrais. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ou est-ce qu'ils deviendront tellement riches qu'ils vont faire leur révolution à l'intérieur pour être darwiniste simplement? Voilà. Très, très bonne question, parce que c'est clair, plusieurs entreprises maintenant on dit, écoute, on ne va pas emmerder avec toutes ces règles en Europe, aux États-Unis, vous êtes trop exigeantes, on va juste se cibler sur le marché chinois ou le marché indien, parce que c'est énorme et ils n'ont pas les mêmes exigences, surtout dans le domaine de l'environnement, par exemple. Donc, c'est très important que les consommateurs dans ces pays-là posent les mêmes questions. Et heureusement, on voit maintenant que, par exemple, les médias en Chine veillent sur les conditions de l'environnement et les questions comme le travail d'enfants très, très soigneusement. Ils sont vraiment... Parce qu'ils voient que leurs villes sont plus vivables, ils ont plus d'eau. Et donc, les médias dans ces villes-là commencent maintenant de mener les enquêtes et d'exposer le comportement des usines qui abusent. Et ça, c'est très, très important. Donc, en fait, je dis souvent, c'est assez provoquant, que l'avenir de notre environnement dépend sur les consommateurs chinois et indiens. Parce que les gouvernements ne peuvent pas régler leurs questions environnementales. Les organisations internationales, les conférences internationales se montrent assez impuissants. Donc, nous, on peut se mobiliser, mais on n'est pas là. C'est carrément les Chinois, les Indiens qui doivent eux-mêmes protéger leur environnement parce que c'est notre environnement, on le partage. C'est plus que la moitié de la population. Donc, il faut qu'on fasse les alliances avec les consommateurs, les ONG en Chine, pour qu'eux protègent leur environnement parce que c'est notre avenir. Et c'est un peu l'envers. Avant, on pensait que nous, on va les aider. En fait, c'est eux qui vont nous sauver. Alors, une dernière question ensuite. Comment on éduque les gens? Comment on éduque les consommateurs? Oui. Moi, j'ai essayé pendant 35 ans de le faire an par an. Mais
il faut des moyens plus importants que ça, c'est clair. Donc les médias jouent un rôle primordial. Et c'est intéressant, maintenant je trouve que plus en plus, c'est les médias, pas les ONG, c'est les médias qui mènent ces batailles. Ils ont remplacé en quelque sorte dans plusieurs pays les organisations de la société civile. C'est carrément la situation en France avant la Révolution française. Le média est un acteur majeur pour protéger les droits soit du travail, soit sociaux, soit environnementaux. Merci. On a M. Burnand dans la salle qui avait parlé il y a 2 ans de ces aspects-là, des médias en France au moment de la Révolution. Voilà. Merci beaucoup, Aurèle. Merci. Et